Bonjour, bonjour Dunia, bonjour Paul, bonjour Mamadou. Bonjour. Je suis très content de vous avoir avec moi. On va essayer d'aborder ensemble un sujet ultra important et une thématique, je pense, qui a complètement sa place ici, qui est liée à l'entrepreneuriat et au sujet, aux enjeux sociétaux, avec une question un peu rhétorique qui est mariage d'amour ou mariage de raison. Moi, je suis Amir Benjabala, je suis directeur général adjoint de chez Combini. Et l'idée, c'est effectivement qu'on ait un échange posé ensemble, que vous puissiez un peu vous raconter, nous expliquer un petit peu vos modèles, vos business, et qu'on essaye d'aborder cette question, qui est un peu la question centrale de la table ronde. On va commencer par toi, Dunia. Okay. Peut-être tu peux te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais. Donc Dunia Moumni, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 petits garçons, je suis dirigeante et fondatrice de Bloom Café, qui est une chaîne, même si j'aime pas employer ce terme, de café, restaurant, pâtisserie. En parallèle de ma vie entrepreneuriale, je suis aussi très impliquée politiquement. Je suis maire adjointe dans la ville de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et voilà. Okay. Rapidement. Très bien, très bien. J'ai déjà des questions en tête. Mamadou, présente-toi. Qui es-tu ? Alors, qui suis-je ? Mamadou Dembélé, 29 ans. Donc aujourd'hui, j'ai un média digital qui parle d'actualité, d'écologie de manière positive. Et anciennement investisseur à impact. Donc je travaillais dans le milieu de la finance. Et mon rôle pendant près de 5 ans, c'était de financer des entrepreneurs qui avaient un impact environnemental ou social. Très bien. Paul, raconte-nous. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Paul Morlet, j'ai 34 ans et je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours fondateur et dirigeant de Lunettes pour tous. Donc, c'est une enseigne d'optique qui vous fait des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes et on est aujourd'hui 700 salariés entre la France et la Belgique. Très bien, très bien. On va commencer peut-être par te poser quelques questions, Dunia. L'idée, c'est de faire encore une fois un tour de table de chacun avec des questions très spécifiques et ensuite on rentrera peut-être un peu plus dans le vif du sujet avec des questions générales et le global, c'est lequel je voudrais vous entendre un petit peu. Dunia, explique-nous un petit peu par rapport à ton business ce qui te différencie du modèle de franchise plus traditionnel. Alors déjà, il faut savoir que nous, on n'est pas sur un modèle de franchise. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 4 établissements en Île-de-France qui m'appartiennent totalement. Donc c'est des succursales. J'ai commencé, moi, l'entrepreneuriat il y a longtemps. Ça ne me rajeunit pas. Donc moi, j'ai commencé à 24 ans avec ma sœur, qui est toujours mon associée aujourd'hui. On a eu une boulangerie. On a acheté une boulangerie en 2011, on a eu ça pendant 8 ans et on a décidé de vendre, peut-être que je reviendrai plus tard sur les raisons, et on a fondé Bloom Café en 2021. Aujourd'hui, on a 4 établissements, là on va continuer à s'agrandir, mais je ne le dis pas tout de suite parce que je vais garder la surprise. La spécificité de notre business, c'est qu'on essaie de démocratiser les produits de qualité et avec un cahier des charges un peu plus poussé que ce qu'on peut trouver dans la food de manière traditionnelle. Donc chez nous, tu vas trouver uniquement des produits faits maison, que ce soit les pains, les pâtisseries, les viennoiseries. Le cahier des charges, on va essayer de privilégier en tout cas tous les circuits courts, des produits de qualité, exemple utiliser uniquement des œufs en plein air ou bio, pour éviter les œufs de cage. On va travailler avec de la vanille bio, on va travailler avec des fruits de saison. Voilà ce qui nous distingue un petit peu de ce qu'on peut trouver dans le grand public. Très bien, très intéressant. Petite question pour Mamadou. Donc, tu es né à Bamako, il me semble. Tu as grandi notamment à Bobigny. Ça m'intéresse de savoir comment t'es venue l'idée de créer ton média et d'autant plus un média sur des sujets qui sont des sujets environnementaux et plus généralement écologiques, sociétaux. Bien sûr. Comme tu as dit, je suis né au Mali. J'ai grandi à Bobigny, dans le 93, et aussi à Paris, dans le 17e arrondissement. Et je parle souvent de ces 3 milieux, parce qu'en fait, c'est 3 milieux ultra différents. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Bobigny, je pensais appartenir à la classe moyenne. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, en fait, je suis pauvre. Et quand je suis à Bamako, je me dis, en fait, je suis méga riche. Donc, en fait, j'ai vraiment vu ces 3 milieux très différents. Et ça a très tôt forgé en moi cette idée
que forcément les inégalités sociales sont très présentes et quand on les vit, forcément on est très sensible à ces sujets-là. Et donc moi j'étais très sensible à la question de justice sociale au début, c'est vraiment les causes sociales qui m'animaient et au final donc, j'ai pu faire mes études à Dauphine en finance et donc j'étais plus ou moins destiné à faire une carrière en tant que banquier, sauf qu'un jour j'étais confronté à une manifestation de Greenpeace qui était devant ma tour et le but c'était de dénoncer le rôle des banques avec l'écologie et les énergies fossiles. Et moi, j'échange avec une manifestante qui me fait réaliser pour la première fois le rôle qu'il y a entre écologie et justice sociale. Et là, donc, du coup, je me rends compte qu'en fait, l'écologie, c'est lié aux justices sociales et c'est lié à des causes qui m'animent de base. Et donc, je décide de m'orienter dans une carrière où finalement, je vais faire de la finance à impact. Donc, je vais financer que des entrepreneurs qui ont des solutions. Et en parallèle, moi je regarde tout ce qui se passe dans les médias et je vois que quand on parle d'écologie, d'environnement, on en parle toujours de la même manière. On en parle de manière alarmiste, catastrophiste, c'est très anxiogène et ça ne correspondait pas à mon quotidien. Moi, à mon quotidien, je voyais plein de solutions. Et je me disais, en fait, parlons aussi dans ce cas-là de ces solutions. Pourquoi les médias ne parlent que de faits alarmants parce qu'en fait, les faits alarmants, on sait très bien que ça crée cette anxiété, ça crée une forme de paralysie. Et donc voilà, en voyant toutes ces solutions, je me dis, moi aussi, je peux aussi les mettre en avant et sur les réseaux sociaux parce que, mine de rien, ça reste assez accessible. N'importe qui a un téléphone et n'importe qui peut poster aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que je commence à The Impact Story. Canon. Ton média est un vrai succès. Je crois que vous êtes à plus de 400 000 followers sur Instagram. Est-ce que tu as été surpris, étonné? Tu t'attendais à ce que ça explose aussi vite? Non, mais je pense que c'est lié à plusieurs choses. C'est lié justement au fait que c'est une approche qui est différente. Une fois de plus par rapport à ce qu'on voit dans l'actualité et même sur les réseaux sociaux. Moi j'étais assez éloigné des réseaux sociaux, j'ai appris à faire une story il y a 3 ans, donc je savais même pas faire de story. Et pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux et Instagram particulièrement, c'est beaucoup la culture du beau, on se met en avant, et donc moi ça prend un peu le contre-pied. Et pareil, si on regarde les médias traditionnels, justement c'est toujours, on parle de ce qui va pas. Et donc je pense que le fait d'avoir cette approche, ça répondait aussi à un besoin. Je pense que les gens avaient besoin de voir qu'il y avait des solutions et qu'il y avait aussi une touche d'authenticité parce que ça parle, quand je mets en avant des projets, des solutions, je mets en avant, je sais pas, l'entrepreneur en bas l'entrepreneur local, et donc ça parle plus facilement aux gens. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris. Et je pense que ça répondait aussi à besoin, à une nouvelle donne, ou en tout cas à quelque chose qui n'existait pas forcément dans le paysage des médias actuels. Et ça, c'est intéressant, Clairement. je trouve. Ouais. Paul, ça va? Et toi? Parle-nous un petit peu de Lunettes pour tous. Comment t'es venue l'idée? Comment t'es arrivé sur, j'allais dire, cette nouvelle proposition de valeur, ce nouveau business model sur un marché qui est un marché de la lunette qui a priori semble être un marché très installé et mature? Alors il est mature et fermé comme tu le dis, mais en fait si tu regardes bien, il y avait tout le monde au même prix. Et moi j'ai grandi dans une famille assez populaire et c'est vrai qu'une fois ma sœur avait besoin de lunettes, tu vois, je me souviens. Et je me souviens que la décision de les acheter elle était très longue, mais j'étais jeune donc je ne m'en rendais pas compte, mais c'était pas parce que ma sœur était compliquée sur les montures, c'était un problème d'argent. Et je me souviens de ça qu'elle avait cassé un verre de lunettes une fois toute seule. Ça avait été un drame, mais un drame, c'était comment on va faire, etc. C'était des sommes en francs à l'époque qui étaient considérables. Et je sais pas pourquoi, j'ai souvenir d'une scène en allant chez l'opticien où je sentais que le mec, concrètement, se foutait de notre gueule. Je sentais le truc. C'était trop compliqué pour être ce que c'était. J'étais jeune, je devais avoir 10 ans, vous voyez. Et donc, je commençais à me dire, en fait, on se fait prendre pour des cons. Ça nous met dans un stress dans la famille, mais c'est un stress quand on est issu d'un milieu. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, parce que je suis dans d'autres milieux, mais les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui ce que c'est dans une famille, un foyer, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, que le frigo casse. Que c'est pas juste on va sur darty.fr et c'est fini, c'est un sujet de stress, on ne sait pas comment faire, on surréagit, on réagit mal, on se fait avoir en général. Ça, il faut savoir que moins on a d'argent, plus on se fait avoir, c'est souvent comme ça. Ouais. Et les lunettes, je me suis dit, c'est horrible quand même sur la santé de devoir dire, bon déjà quand on est pauvre, on doit acheter les produits les moins bons, les moins chers, on est toujours en bas du rayon, on mange mal, on est souvent plus gros d'ailleurs quand on est... les gens riches sont plus fins que les gens pauvres, pas qu'ils mangent moins, mais voilà, ou plus. Mais du coup, je me suis dit, en santé, c'est horrible. En fait, on est en France, et puis en fait, si t'as pas les moyens, t'es mal soigné, etc. Donc moi, j'avais créé Lunettes pour tous en me disant, je vais faire les meilleures lunettes, toute option, peu importe si vous êtes milliardaire ou SDF. Et en créant Lunettes pour tous il y a 10 ans, c'est marrant, parce que c'est pareil que j'ai fait.
Et aujourd'hui, on a 24 magasins, on est en France, en Belgique. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, dans la même journée, dans le même magasin, se croisent, et c'est arrivé plusieurs fois, un SDF qui va être au RSA et un milliardaire, et ils vont acheter les mêmes lunettes au même endroit. Et je trouve ça génial parce que je ne sais pas s'il y a d'autres commerces où ces gens-là se croisent dans la même journée et portent les mêmes produits. Je crois que ça n'arrive jamais. Donc c'était hyper important pour nous de donner le meilleur pour pas cher. Et pourquoi, comment on fait ça? C'est juste une histoire de volume finalement, hein, et c'est pas une histoire de marketing. Donc voilà, et on a récemment lancé toute une gamme de montures bio et on a essayé de les faire au même prix. Tu vois, on n'a pas monté les prix. On a dit on a fait ça le bio pour tous en disant c'est à nous d'assumer finalement le surcoût, etc. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que on a souvent des audits avec des fonds, etc. sur notre impact. Moi, je dis on n'a pas d'impact, je vois pas le truc. Ah bon, bah nous, on n'est pas intéressés. Je dis. Et en fait, quand on fait la liste des impacts, y a des impacts qui paraissent tellement débiles vis-à-vis des fonds. Par exemple, on nous a demandé si on utilisait des capsules de café Nespresso ou du grain. Je dis bah non, on a du grain parce que c'est moins cher et c'est meilleur. Ah bah du coup, vous remontez votre note. Ah, parce que du coup, ok. Ah, bah, du coup, il y a combien de voitures dans la boîte? Bah, 0, parce qu'on est en centre-ville, il est dans le métro. Ah, bah, remontez la note. Je dis, mais c'est chose normale, non? Et en fait, je savais pas, mais en fait, sans s'en rendre compte, de toute façon, pour moi, quelqu'un qui monte une boîte qui a notre génération, être pas écolo, c'est même pas vouloir le faire, c'est qu'on n'a pas des réflexes d'il y a 30 ans en arrière en disant on va avoir 2 bagnoles par mec et on va avoir. Donc, ça, c'est marrant, mais j'ai voulu lancer un système ou finalement un modèle où, en fait, peu importe qui vous êtes servi comme un roi. Vous avez vos lunettes de vue tout de suite en 10 minutes. Même un milliardaire américain n'a pas ses lunettes de vue en 10 minutes, vous voyez. Et aujourd'hui, un mec en France qui dans la rue les a, on soigne les gens tout de suite, etc. à pas prix. Et voilà. Donc c'était vraiment le concept de pouvoir offrir un super offre à tout le monde, peu importe qui vous êtes. C'est canon. Moi, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, tu es vecteur de mixité sociale. En tout cas, tu rétablis un petit peu la balance avec une proposition de valeur finalement qui est accessible pour tous. Et qui finalement arrive à, ce que tu disais, faire se rencontrer des gens qui sont de tout niveau social. Ouais, c'est assez marrant. Moi, je regarde sur la télé, on a des gens... j'en ai un reportage un peu à la con, tu vois, sur une émission genre RMC, je sais pas quoi. Ouais. Et je vois le patron d'Europol, tu vois, le big boss des espions en France, je vois lunettes pour tous. Après, tu vois un mec victime d'inondation dans le nord de la France, il n'y a plus rien, lunettes pour tous, tu vois. Donc c'est assez marrant, mais en fait, tu as plein de gens, des ministres, lunettes pour tous, tu vois. Donc tu vois plein de gens différents que tu connais même pas forcément qui sont chez toi, donc c'est assez marrant. C'est canon. Ouais. Et tu disais que tu avais 24 enseignes, c'est ça? 24 magasins. Est-ce que, quelle est ta stratégie d'implémentation? Comment tu gères ça aujourd'hui? Elle est assez classique, hein. Tu prends les villes les plus grandes, tu vas à l'endroit où il y a du monde et tu négocies ton loyer correctement parce que le loyer, tu vas le cranter pendant des années, quoi. Donc là-dessus, on a rien révolutionné parce que t'as beau être en fait hyper disruptif sur ton prix, ton parcours, etc. La vérité, c'est que si tu commences à disrupter l'emplacement, t'es mort. Je te le dis. Donc, si tu dis non, mais là, tu verras dans 5 ans, il y aura du monde parce que le métro va passer derrière. Donc là-dessus, on n'est pas hyper créatif, on a des bonnes adresses et puis on a bien négocié parce que c'est moi qui ai négocié. Et puis il se trouve que tu négocies toujours mieux au mois d'août quand les grandes enseignes sont en vacances. Donc voilà, c'est tout. Très intéressant. J'ai une petite question pour toi, Mamadou. Que réponds-tu aux personnes qui considèrent que les sujets environnementaux, écologiques, sociétaux sont peut-être trop éloignés de leur quotidien ou de ce qui les fait se lever le matin tous les jours? Est-ce que toi, finalement, ton média, c'est aussi une réponse à cela et une manière de dire que ces sujets concernent un peu tout le monde, chacun à sa manière et à ton niveau, tu arrives à aussi mettre le curseur sur ces sujets et à les rendre finalement quotidiens? Je pense qu'aujourd'hui, le problème justement de l'écologie, c'est qu'on en a tellement parlé de manière négative et quand on en parle, pour beaucoup, c'est quelque chose pour les bobos, c'est quelque chose qui est très éloigné, ce qui fait que pour une grande partie de la population, c'est quelque chose qui est vraiment intelligible. Et alors que l'écologie, ça concerne vraiment tout le monde. Exemple très simple, la pollution. En fait, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit peu importe le pays où on est, en fait, on est tous confrontés à ce problème, la pollution. Et selon l'OMS, aujourd'hui, la pollution, c'est la première menace contre l'humanité. Et donc, ça, c'est le premier sujet. Donc, la pollution, on n'y échappe pas. Deuxième sujet, si on parle, par exemple, des classes plus populaires, des quartiers prioritaires ou dans des quartiers plutôt ruraux, l'isolation thermique des bâtiments. Ça, c'est un sujet qui est très important et c'est un sujet qui est lié à l'écologie parce que si on prend par exemple la canicule en 2003, là où il y avait le plus de morts, c'était dans les quartiers populaires. Parce qu'en fait, comme les bâtiments sont mal isolés, en cas de canicule, les personnes les plus vulnérables sont les personnes les plus populaires. Et donc voilà, le problème, je pense que c'est que cette écologie, elle a été abordée que d'un prisme, on en a parlé de manière sous le prisme de la consommation.
ce qui fait que ça ne parle qu'à une partie de la population, alors qu'en fait, ça parle vraiment à tout le monde. C'est juste que le discours, aujourd'hui, il a été, justement, on n'en a parlé que d'une seule manière, alors qu'il y a différentes manières d'en parler, parce que tout le monde est concerné. Et si on prend l'exemple de l'alimentation, en fait, jusqu'à preuve du contraire, on mange tous à minima 2-3 fois par jour. Et donc, avoir une alimentation bio, saine, de qualité, c'est aussi répondre à la question agricole, à la question des sols et finalement à une question écologique. Donc voilà, on est tous concernés par ça, que ce soit par l'air. À partir du moment où on respire le même air et qu'on mange tous, on est tous concernés par ça. C'est ultra intéressant et j'aime bien l'idée d'aborder le sujet global par la pluralité des sujets, justement, en tout cas redescendre d'un cran, de sorte à ce que chacun, à son niveau, puisse se sentir un petit peu concerné par rapport à des sujets qui vont peut-être le toucher plus que d'autres. Ça, c'est intéressant. Dounia, j'ai des questions pour toi. Tu disais en introduction que tu arrivais à gérer une carrière d'entrepreneuse et de politicienne. Ça m'intéresse de savoir comment l'un nourrit l'autre. Est-ce que tu utilises des skills de politicienne pour ton quotidien d'entrepreneuse ou vice-versa? Voilà, comment les deux cohabitent globalement? Déjà, j'apprécie pas trop le terme politicienne. Aujourd'hui, ça a une connotation. C'est vrai. Quand on dit politicien, c'est un peu des magouilles, une éthique pas super. Moi, je suis plutôt une citoyenne engagée. Très bien. Et l'engagement, ça peut pas être uniquement dans le dire, c'est aussi l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai toujours été... je suis née à Colombes, j'ai grandi à Colombes, je viens d'une famille très modeste, un milieu très populaire, et j'ai toujours été un peu très révoltée par tout ce qui se passait dans les banlieues, et aussi... du coup, c'est un petit peu drôle, mais moi, c'est pour ça que j'avais fait des études de droit. Tu vois, en mode, moi, je veux changer les choses, etc. Idéaliste. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais changer les choses. Et après, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat, en droit pénal. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est horrible, en fait. C'est déjà trop tard. Quand tu arrives à ce moment-là de l'histoire des individus, c'est trop tard. Parce qu'en plus, surtout quand on connaît les taux de récidive, etc., qui sont ultra élevés. Et là, je me suis dit, bon, je vais me réorienter. Du coup, j'ai fait un bac+5 en droit fiscal. Je me suis dit, bon, au moins ça, j'ai en poche. Parce qu'en plus, j'aimais bien la fiscalité, le raisonnement, etc. Et je me suis dit, à la fin de mes études, je vais faire de la politique. Donc, j'ai été attachée parlementaire pendant 8 ans. J'ai commencé au Sénat, j'ai fait l'Assemblée nationale. Et après, et du coup, j'ai côtoyé beaucoup de politiques. Et je me rendais compte que, c'est pas une critique, hein, mais c'est un constat où il y avait beaucoup un peu hors sol, tu vois. Et surtout, on parlait, les banlieues, on en parle depuis 30 ans en France. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va moderniser, comment on va faire, mais en fait, personne ne connaît, parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui sont issus de ces quartiers-là, qui sont sur le devant de la scène. Ouais. Et du coup, j'ai eu un cheminement où je me suis dit, bon, écoute, c'est bien de travailler pour des élus, mais en fait, tu es toujours dans l'ombre. Ils reprennent uniquement tes idées. On te demande des notes blanches où, en fait, ils s'inspirent de ce que tu dis, ton histoire, pour après essayer d'en parler. Mais comme il n'y a pas de vécu, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas défendre les choses de la même manière si on a grandi, je ne sais pas moi, à Colombes, à Bobigny ou je ne sais où. Et du coup, je me suis dit, écoute, ok, je vais devenir élue locale. Parce qu'au moins, on m'avait déjà proposé, forcément, je suis une rebeu, je suis une femme, issue de quartier, des partis qui sont venus me voir ou des propositions pour être députée ou un truc comme ça, j'en ai déjà eu. Mais après, je me suis dit, non, moi, je veux avoir de l'impact pour les gens. Du coup, je vais être élue locale. Et quand on m'a proposé en 2020 d'intégrer une liste, je me suis dit, ok, pourquoi pas, et ok, on y va. Et du coup, ça a été plutôt la concrétisation d'un engagement qui existe depuis toujours. Et après, mais en parallèle, là, c'est plutôt lié à mon histoire personnelle et familiale, où moi, j'ai perdu mon père assez jeune. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Et en fait, il faut s'en sortir, quoi. Tu sais, Bon, ma mère qui était un peu dépassée, parce que c'est normal. Tu sais, tu deviens veuve, tu as des enfants, tu sais plus trop
tu es dans un environnement qui n'est pas idéal. Et je me suis dit, bon, quoi, je vais... Et du coup, j'ai fait les deux en même temps, en réalité. J'ai racheté la boulangerie qui était de mon quartier, avec ma sœur. Voilà. Mais n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai acheté une boulangerie, mais j'aurais pu acheter un fleuriste. Tu vois, je peux... Il y avait une envie d'entreprendre. Une envie d'entreprendre, tu vois, et une envie d'avoir de l'impact. Et je pense qu'au final, j'aurais pas pu mieux tomber que la boulangerie. Parce que tout le monde va à la boulangerie. Et du coup, tu connais tout le monde. Tu connais les problèmes, tu connais les réussites, tu as un vrai impact dans la vie des gens. Et du coup, que ça soit la politique ou le business, et ben en fait, tu as un impact dans la vie des gens, mais de manière différente. D'un côté micro dans le business, et micro qui en réalité grossit, parce que tu vois, entre ma première petite boîte que j'avais en 2011, où j'avais 6 salariés, aujourd'hui j'en ai 40. Donc forcément, tu as un impact qui est différent, et aussi, entre guillemets, sur tes réalisations. Et après, tu as un impact qui est beaucoup plus gros au niveau macro quand tu fais de la politique, parce que tu vois, par exemple, Colombes, c'est une ville de 90 000 habitants. Bah, comment tu fais? Et encore, moi, j'ai une attache encore si particulière. Moi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Je ne veux pas dire que je connais tout le monde, mais je connais quand même beaucoup de monde. Et pour rebondir un peu ce que disait Paul tout à l'heure, c'est que moi, aujourd'hui, avec le Bloom Café, j'ai réussi à faire un lieu de vie, dans le sens où les gens ils peuvent venir à n'importe quelle heure de la journée, prendre un petit déjeuner, un café, déjeuner, bruncher, prendre un goûter. Et je pense que le fait que ce soit moi qui l'ai créé, ça a créé une vraie mixité. C'est que moi, aujourd'hui, je suis dans le quartier un peu plus privilégié de Colombes, où j'ai plein de, même si j'aime pas employer ce terme-là, un peu de bobos qui viennent, etc. Et des gens des quartiers, parce que comme c'est moi qui le tiens et qui me connaissent, et qui viennent. Et du coup, il y a une vraie mixité de population, et sur des produits qui sont très... qui font consensus. Dans le sens où c'est bon, c'est sain. Tu le disais tout à l'heure, moi, 50% de ma carte, elle est végétarienne. Ouais. On essaye d'innover sur des produits un petit peu... sur le bon, le sain, et comment essayer de plutôt rassembler les points communs des gens que plutôt ce qui les différencie. Ouais. Donc tout le monde s'y retrouve à la fin, et puis tes lieux, tes enseignes deviennent des lieux de rencontre. Finalement. Exactement. Et d'ailleurs, on a... Parce que moi, du coup, je suis fermée le soir, je suis fermée à 18h30, et on reçoit à chaque fois plein d'événements. Moi, je ne prends pas d'argent là-dessus, c'est plutôt des mises à disposition. Et tu vois, pendant que la semaine prochaine, j'organise une soirée, les Mums de Colombes, où c'est un peu toutes les mamans de Colombes qui se rassemblent. Et instinctivement, tu as beaucoup de gens un peu des quartiers privilégiés qui viennent. Mais moi, derrière, je réserve une vingtaine de places pour les mamans que je connais, plutôt des quartiers. Et la première fois, quand je leur pose la question, est-ce que vous voulez venir? Ah non, mais je peux pas, c'est pas pour moi. Je dis, comment ça, c'est pas pour toi? Non, mais tu sais, moi je les connais pas, etc. Mais je dis, mais tu vois, on a réussi à intérioriser le fait que c'était pas pour toi. Et au final, quand elles viennent, parce qu'on a déjà organisé ça l'année dernière, ça cartonne, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent, qui nous distinguent, et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en avant. Bien intéressant. Paul, j'ai une petite question pour toi. L'entrepreneuriat, c'est aussi des rencontres. Tu es aujourd'hui dans le cadre de ton entreprise Lunettes pour tous associé avec Xavier Niel. Raconte-nous un petit peu cette rencontre et ce qui fait que vous êtes finalement associés aujourd'hui. Il faudra demander la moitié de l'histoire à lui, parce que moi je peux lui donner que la moitié de ma version à moi. Donc non, c'était une rencontre, j'étais jeune, j'avais 23 ans, c'était il y a 11 ans maintenant. Et c'est vrai que moi j'adorais ce côté un peu pirate du gars. Il n'avait pas la taille qu'il a aujourd'hui, hein, encore une fois. Mais je me suis dit finalement, il y a 2-3 personnes qui m'ont inspiré dans mon parcours. C'était Bernard Tapie, Xavier Niel. Parce que Bernard Tapie, c'était con, mais quand t'es à l'école, moi j'étais en échec scolaire, tu vois, au collège on te dit, si tu bosses pas bien, tu vas aller en pro, et si tu bosses bien, tu vas aller en général. Bon, moi je suis allé en pro, hein, bien sûr, en électricien. Puis en général, il y a aussi un autre truc où on te dit, tu vas faire lettres ou maths ou au milieu là. Et en fait, tu as l'impression que tu conditionnes toute ta vie en fait, à ce choix-là qui prend 3 secondes. Et moi, il y avait Bernard Tapie à la télé qui avait fait chanteur, acteur, ministre, skipper, acteur de télé, pilote de Formule 1, rappeur avec Doc Gynéco, tu vois. Et je me suis dit, en fait, le mec, il a un CV de 14 pages, il s'en branle. Ouais. Et ce côté, en fait, je ferais ce que j'ai envie de faire parce que je me donnerais les moyens, j'adorais ça. Et du coup, foutre le bordel sur l'optique à 10 € en 10 minutes, tu vois, c'est encore du thème. Donc, c'était comme ça qu'on a fait le truc, quoi. Et puis je pense qu'on a un côté dur, très dur, l'un et l'autre.
mais c'était la seule manière d'y arriver, quoi. C'est pas en faisant des consensus et en mettant tout le monde d'accord que tu fais ce qu'on a fait. J'aime bien le côté pirate et le petit coup de pied dans la fourmilière. Petit coup de pied, ouais. À 6 milliards. Enfin, là, je pense que tu dois en gêner plus d'un dans le secteur de la lunette. Oh, il y a eu quelques histoires. Toi, tu les as bien bousculés. Ça me rappelle un petit peu, tu parlais de Xavier Niel et du coup, la genèse est ce qui fait que vous avez des points communs, mais finalement, ce que tu racontes, c'est aussi un peu l'histoire de Free, quand il s'est lancé sur le mobile avec une offre qui a complètement disrupté l'offre. Ouais, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est avant ça. Ouais. C'est comment il a eu la licence de Free, à quel moment il l'a eu. Ouais. Tu sais, il y a eu plein d'histoires. Il faut savoir que Sarkozy avait fait un malaise vagal en 2009, je sais pas si tu le sais, au mois d'août 2009, que Sarkozy, son meilleur pote, il s'appelle Bouygues, que Bouygues voulait pas de Free en mobile, et qu'il se trouve que le chef du gouvernement, à l'instant où Sarkozy est HS pendant 3 jours, c'est François Fillon, et c'est lui qui signe la licence pendant les 3 jours au mois d'août 2009. Ah oui. Tu vois, en fait, il y a plein de trucs qu'on sait pas comme ça, mais il faut comprendre que c'est pas juste on arrive avec une offre, c'est qu'avant ça, bien sûr. Il allait en prison, tu vois. Ouais. Il n'est pas allé en prison pour ce qu'on lui reproche, c'est parce qu'on a décidé qu'il devait y aller. Ouais. Et tu sais, quand tu attaques un marché, tu te rends pas compte, mais le début est très 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 dur. C'est pas juste, c'est galère, le business qu'on connaît tous dans le business, c'est tu te prends des balles dans la tête sans t'en rendre compte et tu sais pas trop d'où elles viennent en fait. Et des trucs, en fait, c'est toujours par effet, tu sais, domino. Donc en fait, et avant de comprendre d'où ça vient, c'est très long. Donc je pense que si t'es pas un profil comme moi, entre guillemets, j'avais rien à perdre. Moi, j'avais pas d'autres options que ça parce que je n'avais pas fait HEC, tu vois. Donc en fait, j'allais pas dire je laisse la faire, je suis appelé par BlackRock. Moi, c'était ou ça. Donc de toute façon, tu continues quoi. Ouais. Donc, ultra intéressant. Effectivement, c'est une addition, une superposition d'événements, de rencontres, de phénomènes qui fait que finalement on arrive à des success stories comme la tienne. Ouais, et puis tu vois, il y avait un autre acteur en face de moi qui s'appelait Marc Simontini qui avait essayé de le faire sur Internet. Ouais. Je pense que le fait qu'il ait déjà gagné beaucoup d'argent à l'époque où il l'a fait que il a vu les boss arriver, il a dit bon, voilà. Ouais. Tu vois. Très intéressant. Du coup, j'ai des petites questions collectives et l'idée c'est que vous puissiez y répondre au fur et à mesure. Les sujets sociétaux environnementaux sont prégnants aujourd'hui. En tout cas, c'est difficile, voire impossible de passer à côté, d'autant plus sur un business comme le tien. Est-ce qu'au départ, c'est quelque chose qui a été peut-être une difficulté à contourner, ou dès le départ, vous l'avez assimilé à une opportunité par rapport à vos business models ? Pour répondre en premier, je fais 1 million de pertes par an, donc je peux pas le truc. Je vais être un peu à contre-courant là-dessus. Hein. Attention. Moi, je pense que monter une boîte, c'est déjà très dur. Ouais. Tu vois, et je vois plein de jeunes qui montent des boîtes, qui me disent mais moi, je veux être fair price, local, etc. Machin. La vérité, c'est que, tu vois, par exemple, nous, on a mis 8 ans avant de réinternaliser en France la production. On a commencé en Chine, on l'a dit. Et grâce à ce qu'on a gagné avec l'argent de la Chine, entre guillemets, avec l'économie qu'on a réalisée en Chine, il faut le dire, on a créé 600 emplois CDI à date au moment où on l'a fait en France, et on a pu, avec cet argent, rapatrier en France. Tu vois. Donc, moi, je le dis ouvertement, je dis aux jeunes qui montent leur boîte, il faut bien sûr penser à l'écologie, etc., au circuit court, mais tu as tellement de contraintes financières quand tu commences. Ton bailleur, il va pas te faire un meilleur prix sur ton restaurant parce que tu es écolo. Il n'en a rien à foutre, lui. Hein. Voilà. 2, les producteurs locaux, c'est bien sympa, etc., mais bon, les gars, tu vois... Parfois, ils te vendent plus cher en direct que s'ils vendaient à Carrefour parce que, en fait, ils font les malins. Le client, il n'est pas forcément prêt à payer beaucoup plus, tu vois. Donc, en fait, moi, je pense que je dirais aux jeunes, commencez dans le principe de le faire, dans l'engagement de le faire. Bien sûr, commencez pas à polluer de partout, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. Mais tout commencer, dire je vais tout faire au début, c'est juste un coup à pas démarrer, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle d'un mec qui avait commencé en même temps que moi en 2014 l'optique, avec plein de contraintes comme ça. La boîte, elle a tenu 7 ans, il a eu créé 2 CDI, voilà. Donc, tu vois, j'ai pas de leçon à donner, hein, mais on va y arriver. Tu réduis ton empreinte peu à peu. Et puis, je pense qu'un jeune qui monte une boîte aujourd'hui, il va pas polluer comme un mec qui a monté une boîte il y a 40 ans en arrière. De toute façon. Donc, voilà. Dunia, un petit avis là-dessus ? Non, moi je pense que c'est... mais tu l'as dit tout à l'heure, Paul, je pense qu'il y a plein de kills qu'on prend de notre environnement. Tu vois, parce que moi, je ne vais jamais vendre quelque chose à mes clients que je ne consommerai pas moi-même. Okay. Donc ça signifie que ce que je me donne pour moi, je le veux pour les autres. Du coup, c'est quelque chose qui est pour moi naturel. Après, la différence avec Lunettes pour tous, c'est que nous, la food, c'est ultra concurrentiel. Ouais. Donc qu'est-ce qui fait que tu vas te différencier des autres ? Donc moi, et aujourd'hui...
nous, on a fait le choix aujourd'hui de s'installer uniquement en proche banlieue. Tu vois, et sans vouloir dénigrer ni quoi que ce soit, mais en proche banlieue, c'est très dur de trouver de la nourriture un peu healthy, saine, etc. Ouais. Peut-être parce que le public n'est pas encore là, peut-être parce que les modes de consommation sont différents, mais en tous les cas, faut avoir un pas d'avance et quelque chose qui te différencie. Ouais. Donc pour moi, ça a été très naturel, mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, et c'est ce que disait Mamadou tout à l'heure, c'est que de manière indirecte, tout le monde essaye de faire attention. À prix équivalent, on essaye de consommer mieux. Et d'autant plus, tu vois, moi j'ai une offre qui est quand même assez familiale. Donc, tu vois, tu vas pas donner à tes enfants quelque chose que tu mangerais pas. Ou que, ouais. Tu vois, donc il y a quelque chose qui est assez... Ouais, je pense que sur la nourriture, c'est peut-être un domaine sur lequel c'est encore plus important que dans le reste. Ouais. Et tu le mets en avant dans ton marketing, d'ailleurs, ou pas plus que ça? Ouais, alors... Je le mets en avant. Tout le monde me dit que c'est pas assez mis en avant. Mais non, on essaye de le mettre en avant. Mais après, tu sais... et là, je rejoins, tu sais, c'est dur de monter une boîte. Tu sais, moi, à Bloom Café, ça existe depuis 3 ans, ça n'existe pas depuis 100 ans. Ouais. Du coup, c'est très bien parce qu'on a réussi à avoir un beau développement, à s'implanter. Et tu vois, moi, pareil, hein, moi, j'ai pas fait une école de commerce, moi, j'ai pas un fonds qui est derrière moi. Moi, je suis toute seule. Tu vois, je suis toute seule, moi et ma sœur. On a appris et on continue à apprendre. Après, je sais que, heureusement qu'il y a encore plein de choses à faire, à développer. Et tout ce qui est je pense que c'est un vrai sujet à développer chez moi pour mettre beaucoup plus en valeur ce qu'on fait bien et sans dénigrer les autres. En se distinguant, en disant, bah écoutez, si vous venez chez Bloom Café, et d'ailleurs j'en profite, c'est à 2 pas. Je crois qu'on n'est pas très loin. Oui, c'est ça, exact. Donc non, je pense que c'est hyper important. Très bien. Amadou, tu voulais intervenir là-dessus? Carrément, pour compléter ce que vous avez dit, je pense que d'un côté, effectivement, il y a beaucoup de contraintes, notamment sur les sujets locaux et sujets d'importation, etc., de savoir-faire. Mais après, pour prendre le contre-pied, il y a aussi énormément d'opportunités quand on a des engagements environnementaux et sociaux. Le premier, c'est la différenciation. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple sur la création de contenu, la différenciation, c'est que moi, par exemple, sur mon créneau, je suis l'un des seuls qui va parler uniquement dans sa ligne édito de contenus positifs, environnementaux, sociaux. Si on prend des entreprises qui misent à fond là-dessus, forcément, ça va se différencier dans tout le paysage qui est très concurrentiel aujourd'hui. Et donc, ça permet plus facilement d'attirer des clients ou d'attirer des consommateurs. Le deuxième point, c'est sur l'innovation. Et en fait, comme... on doit un peu redoubler d'efforts là-dessus. Ça nous permet d'innover sur le business model, ça nous permet d'innover sur le produit. Pour prendre quelques exemples, Too Good To Go, c'est un super exemple parce que justement, ils innovent. Ça a l'air d'être une petite innovation parce qu'au final, ils disent quoi? Ils disent nous, le gaspillage alimentaire, on va s'en emparer. Ça paraît tellement logique de ne pas jeter ce qu'on a. Mais pourtant, ils ont innové en utilisant ça comme un business au final. Et le troisième point, je dirais que c'est aujourd'hui, on a une génération qui est de plus en plus engagée. Aujourd'hui, personne ne peut revendiquer le droit à faire des choses sans se soucier de l'environnement, de ses employés et de la planète. Et donc, quand on sait qu'on a la majorité de la population, et si on prend même des chiffres, on a 70% des 18-30 ans qui se disent prêts à acheter un produit plus cher lorsqu'ils savent que l'entreprise est plus engagée derrière. Donc voilà, il y a énormément d'opportunités dans le fait d'être engagé. Et après, si on prend des contraintes, évidemment, il faut rester réaliste. Sur les sujets de textile, par exemple, on sait qu'on a 97% de la production aujourd'hui qui est importée. Alors que si on veut justement se différencier dans ce paysage, c'est assez compliqué, quoi. Très bien. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure en introduction, tu as un fonds d'investissement, donc tu encourages les initiatives et les réflexions sur ces sujets sociétaux, environnementaux, largement RSE. Quels sont aujourd'hui tes critères de sélection, d'identification? Qu'est-ce qui fait tilt quand tu as un dossier que tu estimes être un dossier intéressant? Ouais, je pense qu'il y a un premier point d'abord, c'est de se dire, pour tous les entrepreneurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de start-up, on parle beaucoup de levée de fonds et on en parle énormément dans la presse. Et du coup, on a l'impression que tout le monde peut lever des fonds. C'est vrai. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, il y a moins de 2% des entreprises qui lèvent des fonds. Donc je pense que c'est important de démystifier déjà ce sujet. Et ensuite, quand on est investisseur, en fait, il y a, on va dire, si je résume, il y a 2 critères principaux qu'on regarde sur une boîte. Le premier, c'est l'équipe. Enfin, on le dit toujours, en fait,
c'est mieux d'investir dans une bonne équipe avec une mauvaise idée que l'inverse. Donc vraiment l'équipe, qui sont les fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, à quel point ils sont complémentaires. Et ensuite, on va regarder le marché, donc c'est-à-dire la compétition, à quel point il y a de la profondeur, etc. C'est un peu vraiment les 2 critères qu'on regarde en priorité. Ok, bon, en tout cas, si vous nous entendez, pour les intéressés, vous avez les clés pour vous positionner. J'ai 2 dernières questions à vous poser, enfin même 3, si on tire un petit peu. Vous avez un peu abordé le sujet, mais je voudrais qu'on creuse un petit peu cette partie-là. Qu'est-ce qui, pour vous, a été compliqué au moment de monter votre business? En tout cas, quelle est là où les plus grosses difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Il y en a tellement. Non, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tu vois. Ouais. Derrière ça, c'est un vrai sujet. Et ça l'est encore quand tu as une boîte. La trésor, c'est une vraie difficulté parce que ça doit t'aider à sécuriser ton entreprise. Mais en même temps, il ne faut pas que ça te freine dans le développement. Donc, essayer de trouver un point d'équilibre sur la gestion des flux. Et encore plus quand tu commences à faire un peu de CA. Ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, je pense que le réseau, ça, c'est un vrai truc dans lequel on n'est pas forcément conscient au début. Et encore plus quand on vient de nulle part, tu as l'impression que c'est ta force de travail qui va tout faire. Non, c'est pas vrai. Tu vois. Ta force de travail, c'est un fait. Mais tu vois, sinon, ceux qui bosseraient à la mine, aujourd'hui, seraient milliardaires. C'est pas vrai. Tu vois, je veux dire, il y a cette conscience-là. Quand rencontrer des gens, réseauter, ça, c'est un truc qui est ultra important. Parce qu'après, moi, je dis toujours, moi, j'ai la chance par mes activités politiques d'accompagner et de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Et beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de quartiers, ou pas seulement, tu vois, ou même des nanas qui sont en reconversion, des choses comme ça. Et à chaque fois, en fait, tout le monde se dit oui, je veux monter une boîte, mais sans savoir toutes les difficultés qu'il y a en face. Ouais. Et quand tu montes ta boîte, faut se poser la question. Est-ce que je veux me créer un emploi à travers mon activité, ou est-ce que je veux monter un empire ? Et dans ce cas-là, tu ne vas pas t'y prendre du tout de la même manière. Ouais. Et je pense que déjà, il faut se poser la question en interne, déjà, ce qu'on veut, et quels sont les moyens qu'on va mettre en face pour atteindre ces objectifs. Et ça, je pense qu'en fonction des objectifs voulus, on va avoir des difficultés qui vont être particulières, on va avoir des besoins qui vont être aussi particuliers. Ouais, je pense que l'argent, le réseau et la bonne idée. Et l'application, surtout. L'application. Parce que ça ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Tout le monde se lève le matin, tu sais, comme Paul disait tout à l'heure. Mais se pose la question des gens auprès de qui tu t'entoures pour ça, sur la partie applicative. Ouais, et surtout sortir de sa zone de confort. Et quand je parle de ça, c'est aussi de son environnement. Ouais. Très bien. Mamadou ? Pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que la dimension du réseau, c'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat. On a l'impression qu'on peut tout faire tout seul. Et en fait, il y a tellement de business, il y a tellement d'opportunités qui se font parce que tu as rencontré telle personne à tel événement, parce que tu as telle personne dans ton réseau. Et en fait, il y a un truc aussi à démystifier par rapport au réseau, c'est que... moi, typiquement, si je prends mon exemple, j'ai 0 réseau de base. Vraiment, je pense que c'est comme toi. Vraiment, je connais personne. Et sauf qu'aujourd'hui, je pense que j'ai un réseau assez important. Et en fait, le réseau, ça se construit. C'est participer à des événements comme celui-ci, pouvoir interpeller telle personne, discuter avec telle personne, ensuite envoyer des messages sur LinkedIn. Moi, je me souviens que quand j'avais commencé, bien avant les réseaux, pour rentrer dans le milieu de la finance, c'est un milieu qui est très fermé. Donc même quand on a les diplômes, moi je suis diplômé de Dauphine, meilleure fac de finance en France, et même avec ça, c'était assez compliqué de trouver des offres dans les fonds d'investissement. Et donc moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais pris un tableau Excel, j'avais rentré tous les noms des fonds, j'avais rentré toutes les personnes qui travaillaient dedans, et je les avais tous contactés. Donc j'avais contacté plus de 150 personnes. Et donc en fait, c'est aussi cette démarche proactive qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant. Et voilà, c'est important parce que le réseau, ça se construit aussi. Forcément, il y en a qui partent en avance, mais ça peut vachement se construire. Et juste pour compléter ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose qui est très méconnu quand on vient de familles plutôt modestes, etc. Ouais. Dans ma famille, moi, je suis une escroc. Dans le sens où... Explique-nous. Non, mais parce que moi, ma sœur, qui est associée avec moi de ma boîte, elle a un vrai métier. Entre guillemets, elle est chef boulangère, pâtissière. Donc concrètement, on sait ce qu'elle fait, tu vois. Mais tu vois, par exemple, là, être aujourd'hui, hier, j'en parlais à ma mère.
Elle me dit, ouais, ça sert à quoi? Et du coup, toute cette optique réseau, aller dans des events, rencontrer des gens, etc., tu vois, pour eux, c'est totalement... ça sert à rien parce que c'est pas du travail, tu vois. C'est un peu ancien monde versus nouveau monde. Finalement. Non, je pense que c'est plutôt, de manière très honnête, c'est même pas nouveau monde ou ancien monde, parce que tu sais, même il y a 30 ans, quand tu viens d'une famille aisée, où tes parents ont fait HEC au Polytechnique, on sait que le réseau c'est important et c'est pour ça qu'ils vont dans ces écoles. Je pense que c'est plutôt une question de classe sociale, tu vois, d'où tu viens. Et si tu l'as pas compris, c'est que tu pars avec des gros freins dans la vie. Et surtout, pour compléter là-dessus, en fait, le réseau, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mesurable. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, quand tu travailles, tu peux dire, voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai fait... j'ai rendu tel résultat. Alors qu'en fait, quand tu vas à un événement, tu peux dire, bon, j'ai discuté avec 3 personnes, et bon, ça a mené à quoi? Rien. Mais en fait, ces 3 personnes-là, tu vas encore les rencontrer peut-être dans 6 mois, et ensuite, ça va déboucher sur un partenariat, sur quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé tellement de fois de bosser avec des gens que j'avais rencontrés il y a 1 an, il y a 2-3 ans. Et en fait, c'est ça le réseau. Le réseau, c'est quelque chose de très immatériel, qui se construit sur du long terme. Et en fait, on ne mesure pas à quel point énormément de business se font grâce au réseau. Vraiment, c'est essentiel. Je vais te présenter ma mère. Très bien, très bien. Voilà, comme quoi, c'est cette table ronde. C'est du réseau, là. Voilà, c'est bon. On va pouvoir aller au-delà de la discussion qu'on a aujourd'hui. Comment appréhendez-vous l'avenir en tant qu'entrepreneur français issu des quartiers? Vaste question. Quelle est la suite pour vous? On va le dire comme ça. Ok. Du coup, moi, c'est assez nouveau cette activité plutôt entrepreneuriale. Donc, comme je disais avant, c'était vraiment plutôt finance, son investissement. Et à force de rencontrer des entrepreneurs, forcément, on commence à avoir plein d'idées et on se dit, nous aussi, on peut se lancer dans l'aventure. Et je pense que, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le réseau, c'est quelque chose sur lequel aussi je vais appuyer. Parce qu'au final, on a souvent tendance, quand on lance un projet, à être seul dans sa tour et se dire, voilà, moi je vais faire ça, j'ai mon plan et ça va mener là. Et en fait, moi, ce que je fais beaucoup, c'est quand j'ai une idée, je la confronte avec les gens qui m'entourent, je la confronte avec les gens que je rencontre. Et pour l'instant, j'ai plein d'idées. Je suis dans cette phase d'exploration, de rencontre. Et donc voilà. Donc je pense que c'est pas encore très clair là, mais ça va partir pas mal d'opportunités là qui vont venir. Très bien. Dounia ? Franchement, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je sais que moi, je me dis toujours, réussir seul, c'est naze. Tu vois, il faut embarquer les gens avec nous. Parce que, je te donne mon point de vue personnel, c'est qu'au final, même si tu changes de classe par le fait de gagner beaucoup d'argent, etc., dans les yeux des gens, tu restes toujours la nana qui vient de Colombes, qui a construit, etc. Et je pense que du coup, c'est important d'apporter de l'espoir aux gens, tu vois, qui sont issus de nos quartiers, qui ont envie, qui se sont privés de rêver. Parce qu'on leur a toujours dit, c'est pas pour vous. Et moi, si j'arrive déjà à changer ça, ça va être à contribuer, parce que tu peux pas le changer, c'est un sentiment sur lequel qui est très personnel, et comment tu fais pour avoir un impact. Mais en tout cas, je pense que de manière consciente ou inconsciente, on est tous un peu des modèles, et on a tous un rôle à jouer. Après, je pense qu'il faut être généreux aussi envers les gens. Moi, tu sais, j'ai une copine qui m'appelle l'ONG Dounia. Parce que moi, je rencontre plein de gens, je prends des cafés pour parler du business, pour des fois dire des choses qui sont pas faciles aussi, tu vois, en disant mais non, mais là, tu te trompes, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut te donner un plan, etc. Et il faut avancer, en fait, quoi qu'il arrive. Et après, moi, à titre personnel, moi, je peux avoir 1000 vies encore. Tu sais, aujourd'hui, je fais de la politique, je fais du business. Je pense que j'arrêterai jamais le business parce que c'est ma liberté. Tu vois, quand tu fais de la politique et que tu manges que de la politique, c'est compliqué parce qu'en fait, tu n'es plus libre de tes idées. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement important pour moi. Et après, j'ai des grosses ambitions. Après, je peux pas te dire aujourd'hui sur quoi elles vont déboucher. Mais en tout cas, j'en ai. Pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que la grande différence, tu vois, entre banlieue, Paris ou milieu rural et Paris, c'est les barrières mentales. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Quand j'étais à Bobigny,
donc qui est le département le plus pauvre de France, et que je suis arrivé à Paris, département le plus riche de France, la différence entre les deux, c'était pas forcément qu'à l'école on avait plus de moyens, etc. Mais la différence était vraiment en termes de mentalité. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, dans ma classe, les gens, ce qu'ils voulaient faire, c'était ouvrir un salon de coiffure, c'était être pompier, faire de la plomberie. Alors que quand je suis arrivé à Paris, déjà, à 11-12 ans, les gens, ce qu'ils voulaient faire, c'était être avocat, docteur, ouvrir une entreprise. Et au final, ils n'étaient pas plus intelligents que les gens qui étaient autour de moi, mais c'est qu'ils avaient des exemples de réussite et ils disaient que c'était possible. Et donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des rôles modèles, que c'est possible de le faire et qu'en fait, ces barrières, au final, elles sont beaucoup dans la tête. Ah non. J'ai une dernière question, c'est une belle transition. Question très rapide. Quel conseil, au singulier, vous donneriez à une personne qui souhaite entreprendre ? Les conseils, en général, ils ont l'air très bateaux, très faciles et très basiques. Et souvent, moi, quand j'écoutais des podcasts, je me disais, bon, ça, on l'a entendu plein de fois. Mais si on l'entend plein de fois, c'est parce que c'est vrai, en fait. Et le conseil le plus simple, le plus bateau, mais le plus vrai, c'est de se lancer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui surintellectualisent les choses. Ils disent, bon, voilà, moi, je vais faire ça. Et au final, à trop réfléchir, ça mène à ne pas bouger et à rien faire. Tu vois. Et je pense que c'est bien mieux de se lancer tête baissée, quitte à affiner au fur et à mesure, plutôt que l'inverse. Et la preuve, c'est que on parlait tout à l'heure de Bernard Tapie, de Xavier Niel, on parle de leur réussite, mais on ne parle pas de leurs échecs. En fait, les échecs, il y en a plein. Ils ont lancé plein de projets qui n'ont jamais fonctionné, et en fait, on retient que les réussites. Donc au final, c'est pour ça que c'est important de se lancer, parce que même si ça ne marche pas, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, en fait, ça a fonctionné. Et pour moi, le succès, c'est qu'une question de résilience. Ce qui marche, c'est celui qui réussit en tout cas, c'est celui qui n'a pas abandonné. Très bien. Lancez-vous. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Dunia, un petit conseil ? Ouais, pour reprendre un peu ce que tu as dit, c'est vaincre ses peurs, tu vois. Parce qu'on a... La peur, c'est quelque chose qu'on l'a tous, tu vois. Et c'est juste qu'on arrive à la dépasser ou pas. Et ça, c'est en termes de mindset, c'est très important. Et savoir s'entourer. Parce que vraiment, hein, quand tu viens d'un milieu plutôt populaire, etc., tous les jours, tu vas entendre des gens qui vont dire « c'est n'importe quoi, mais ça va jamais marcher ». Et si tu te laisses entourer que... Tu sais, je vais te dire, moi quand je fais un truc, je le dis à personne. Parce que je sais que si je le dis, on va me dire « mais elle est complètement barjo, celle-là ». Énergie négative. Énergie négative. Et c'est des vampires, en fait. Et des fois, c'est pas forcément parce qu'ils te veulent du mal. C'est que, comme pour beaucoup, n'ont pas réussi à le faire eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et c'est pas qu'ils te veulent du mal, c'est juste, tu vois, ils n'ont pas réussi à vaincre leur peur. Ouais. Du coup, ils vont te les transférer. Et si t'es pas fort, tu vas dire ouais, mais en fait, ils ont raison. Ouais. Il y a un peu de folie finalement dans le fait de se lancer. Bon, je crois que la discussion touche à sa fin. C'était un réel plaisir de vous avoir avec moi. J'espère qu'on sera amené à se revoir, à se croiser. En tout cas, bonne chance pour la suite. On va réseauter. Merci à toi. Voilà, on a fait du réseau là. Tu vois, exactement. Merci. À bientôt. Merci. À très bientôt.